Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique, une émission consacrée comme la semaine passée aux élections régionales du mois de décembre prochain. Ce soir, nous recevons Chantal Joanneau, sénatrice de Paris et candidate UDI pour les élections régionales en Île-de-France. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Chantal Joanneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 12 juillet 1969, vous avez donc 45 ans, mère de 3 enfants, vous avez travaillé dans votre vie pour Citroën et EDF notamment. En 1997, vous intégrez l'École nationale d'administration, plus connue sous le nom de l'ENA. À votre sortie, en 1999, vous devenez directrice de cabinet du préfet de la Vienne, avant de vous rapprocher politiquement de Nicolas Sarkozy au début des années 2000. Vous lui resterez fidèle pendant de nombreuses années. 2 ans après son élection à la présidence de la République, vous êtes nommé secrétaire d'État chargé de l'écologie. Avant de changer de poste, fin 2010, vous devenez alors ministre des Sports. Vous êtes d'ailleurs une grande sportive, 13 fois championne de France de karaté. À ce propos, est-ce que vous pratiquez toujours ce sport ou un autre sport ? Alors, plus le karaté, parce que quand on passe un certain âge, ça devient plus compliqué, mais je pratique... récemment encore, je crois. Oui, en 2010, on s'est amusé à refaire les championnats de France de karaté. Mais par contre, non, je pratique d'autres sports. Je pratique la course à pied, le trail notamment, et l'équitation. Ça reste quoi qu'il arrive, on ne peut pas s'en passer. Ah oui, non, le sport, c'est 4 heures au moins par semaine, oui. En septembre 2011, vous êtes élue sénatrice de Paris et 1 an plus tard, vous quittez l'UMP pour l'UDI et vous rejoignez alors Jean-Louis Borloo. Avec vous, on va parler justement de l'UDI et des élections régionales, mais avant, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. On débute donc cet hebdo politique avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides pour connaître votre point de vue sur l'actualité et apprendre à vous connaître. Après les multiples scandales qui ont touché la FIFA ces derniers jours, faut-il retirer l'organisation des Coupes du Monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar selon vous ? C'est impossible. Il aurait fallu ne pas leur donner à la limite, mais là c'est impossible. Même pour le Qatar en 2022, c'est vrai que 2018 ça paraît juste. Les investissements sont quand même aujourd'hui engagés, les projets sont quand même aujourd'hui engagés. Par contre, qu'il y ait des enquêtes ensuite sur les modalités de financement, qu'il y ait une attitude des officiels politiques qui soit très réservée sur effectivement l'attitude de ces pays, par exemple le Qatar, l'utilisation de main-d'œuvre étrangère dans des conditions extrêmement contraire aux droits de l'homme. Enfin bon, quand on a attribué la Coupe du Monde au Qatar, on savait qu'ils ne partageaient pas certaines valeurs. L'homosexualité là-bas est un crime, par exemple. Donc on l'a fait en connaissance de cause. Le Premier ministre qui quitte pendant quelques heures le congrès de son parti pour aller voir un match de foot à l'étranger. Je parle de Manuel Valls, bien sûr, qui assistait à la finale de Ligue des Champions. Barcelone-Juventus en plein congrès du PS à Poitiers. Polémique ou pas, selon vous ? Avec l'utilisation des moyens d'État, polémique. Après, c'est une attitude de privilégié. C'était selon lui pour une réunion à propos de l'Euro 2016. Non, bon, voilà, c'est peut-être, toujours est-il que cette réunion aurait peut-être pu attendre en même temps. Je ne suis pas persuadée qu'il y ait eu urgence à la faire à ce moment-là. Qui quitte le congrès du PS, ça c'est honnêtement son problème. Qu'ensuite, il utilise effectivement du temps et des moyens d'État, puisque théoriquement, il doit être 100% consacré à son rôle de Premier ministre. C'est un autre débat. Maintenant, ne polémiquons pas outre mesure sur ce sujet. Je pense que les Français vont vite le juger. D'après un sondage IFOP, 62% des Français considèrent aujourd'hui que l'appartenance à l'Union européenne est une bonne chose. Alors, première question, est-ce que vous partagez ce point de vue ? J'imagine que oui. Ah bah très largement. Et est-ce que 62% c'est un bon chiffre selon vous ? Non, on en aimerait beaucoup plus. Non, moi je suis une Européenne très convaincue et je pense que si nous avons des difficultés, c'est pas par excès d'Europe, c'est par manque d'Europe et qu'au contraire, il faudrait aller vers une Europe fédérale, beaucoup plus intégrée avec un nombre de pays qui le souhaitent, donc pas dans cette grande machine un peu trop grande aujourd'hui, mais au contraire, moi je demande beaucoup plus d'Europe, notamment sur le plan économique, mais aussi de la défense, de la diplomatie. Et de 6, la droite française a changé 6 fois de nom, RPF, RPR, UMP, maintenant les Républicains. Vous pensez quoi d'ailleurs de ce dernier choix, vous ?
Ces 6 changements de nom dont j'ai rien changé finalement sur le fond, parce que les fondamentaux politiques, le projet politique, même si aujourd'hui il est un peu flou, n'a absolument pas changé. Je suis triste qu'ils aient préempté ce nom des Républicains, puisqu'on est dans la République française, et que ça renvoie en plus à une image américaine de la politique divisée en 2 grands partis qui font la pluie et le beau temps, qui n'est pas du tout la vision que j'ai de la politique en France. On voit que le système présidentiel bipartisan mène aujourd'hui à quoi ? À la confrontation systématique. Il y en a un qui fait une loi, le suivant la supprime. Or aujourd'hui, on a besoin de consensus, puis on a besoin de long terme. On a besoin de faire des engagements de long terme. Paris va accueillir en fin d'année la grande conférence internationale sur le climat, la fameuse COP 21. Connaissez-vous les dates de cette conférence ? Oui, c'est exactement les mêmes que celles du premier et du deuxième tour des élections régionales. Le deuxième tour tombant le 13 décembre. Ouais, donc c'est bien triste d'ailleurs. Ouais, elle va juste se conclure un petit peu avant la conférence, le 11 décembre précisément. Mais il y avait sauf la polémique sur le décalage. Pour avoir participé à plusieurs COP, ça ne termine jamais à la date prévue. Il faudrait d'ailleurs décaler les dates des élections régionales pour pas qu'il y ait interférence. Il aurait fallu effectivement que les élections aient lieu bien avant pour éviter cette interférence, oui. Oui, ça aurait été souhaitable. L'hebdo politique sur Sensation. Pour ce premier thème de l'hebdo politique, nous allons parler de votre parti et de la tactique à employer pour les élections régionales de décembre prochain. On commence avec un récent sondage réalisé par l'Institut BVA qui indique que l'UDI est le parti préféré des Français. 46% des personnes interrogées ont une bonne image de l'UDI. Vous devancez tous les autres partis de façon discontinue depuis 2 ans maintenant. Comment vous expliquez le succès de votre parti ? Déjà, depuis 2012. J'aimerais que ça se traduise un peu plus dans les urnes. Ça allait être ma question suivante d'ailleurs. Mais bon, je le traduis par 2 choses. La première, c'est la personnalité de son fondateur, Jean-Louis Borloo, qui est effectivement très rassembleur, parce que très pragmatique et en même temps visionnaire. La deuxième, c'est qu'on est vraiment dans la défense d'une politique qui se veut être constructive, qui se veut être dans le projet, qui n'est pas dans la polémique hystérique à chaque fois qu'il y a un débat politique. Donc ça, je pense que c'est effectivement apprécier cette volonté de faire avancer les choses sans toujours tout ramener à de la division par rapport à un parti au pouvoir. Et justement, le décalage entre l'image que les Français ont de vous et vos ambitions politiques, on parle souvent du Parti Socialiste, des Républicains ou du Front National maintenant pour gouverner la France, et jamais de l'UDI, pourquoi ? Évidemment, il y a une puissance financière, c'est plus facile pour des partis installés, et il y a une puissance aussi médiatique, on parle, soyons très clairs, on parle beaucoup moins ou très peu de l'UDI dans les médias. On l'a vu par exemple au moment des élections européennes, il a fallu hurler parce que les 2 grands débats qui étaient organisés, on invitait qui ? Le PS, l'UMP et le Front National. Alors même que dans les urnes, sur les élections précédentes, l'UDI était le 3e parti, et l'UDI était toujours relégué avec les autres petits partis. Est-ce qu'il y a un problème de charisme aussi au sein de l'UDI ? Est-ce que Jean-Christophe Lagarde, qui est le président actuel, est-ce que c'est un homme qui... Honnêtement, si on commence à résumer la politique à des questions de charisme... Force est de constater que c'est quand même non, mais aujourd'hui... ça, c'est le premier sujet. C'est bien triste de dire... Même si c'est triste, c'est le cas aujourd'hui. Deuxièmement, sur les personnalités politiques, je pourrais citer d'autres noms, mais par souci de bienveillance... Je pourrais citer bien d'autres noms qui ont très peu de charisme. Jean-Christophe Lagarde, c'est pas un problème de charisme, c'est un problème qu'il n'est pas connu. Même si ça fait longtemps qu'il fait de la politique, c'est pas un perdreau de l'année, pardon, mais ça fait longtemps qu'il fait de la politique, mais il n'était pas sur la scène nationale jusqu'à présent. Donc c'est plus un problème effectivement de notoriété de Jean-Christophe Lagarde que de charisme. Comment on fait justement pour faire évoluer ça, la notoriété ? Est-ce que vous avez l'impression déjà que c'est en marche ? Ce sont des médias, des affirmations de position. Et puis ce pourquoi moi je plaide, c'est le respect du I, du DI, parce que le I veut dire indépendant. Et si on a un discours indépendant, on montera effectivement dans l'opinion publique. Dans le même sondage dont on parlait tout à l'heure, le 2e parti préféré des Français, c'est le MoDem, le parti de François Bayrou, avec 42% d'opinion favorable. Alors ma question est simple, est-ce qu'en fait c'est pas avec le MoDem qu'il faut s'allier plutôt que les Républicains aujourd'hui ? Ça ferait un malheur selon ces sondages. C'est aujourd'hui un peu au MoDem qu'il faut poser la question, puisqu'on avait créé au moment des européennes un mouvement qui s'appelait l'Alternative et qui prévoyait justement qu'on soit ensemble pour la plupart des élections. Ça avait bien fonctionné d'ailleurs, l'Alternative, et ça avait une raison d'être, c'est que pour les élections européennes, on était systématiquement sur la même ligne. On a demandé... troisième en termes de... Oui, on a demandé à cette occasion, on avait fait en fait la moitié de l'UMP, donc c'était quand même... on a demandé à cette occasion au MoDem de bien clarifier sa
sa position, de bien affirmer qu'il était dans une majorité de centre droit. Ce qu'il avait à l'époque fait. Aujourd'hui, on est dans une situation délicate parce que nous, on a demandé, par exemple, au moment des régionales, on a écrit au MoDem pour leur dire « Venez avec nous pour faire une liste du centre indépendante en Ile-de-France ». Ils n'ont jamais répondu. Et moi, je vois que sur des élections intermédiaires, puisque là, il y a de nouvelles élections qui ont lieu, notamment dans les Hauts-de-Seine pour les municipales, ils font alliance avec le PS. Donc aujourd'hui, c'est plus au MoDem de nous répondre. Est-ce que vous ne souhaiteriez pas faire une vraie alliance indépendante du centre tandis que nous, on a tendu la main. On a tendu la main. Mais moi, j'ai un problème programmatique. Il se tourne plus vers les Républicains aujourd'hui que... Moi, je suis pour plaider l'indépendance. Après, j'ai un sujet programmatique. Je veux qu'on soit bien d'accord sur une vision libérale de l'économie, totalement humaniste sur les questions et ouverte sur les questions sociales et très écologiste. Voilà. En plus d'être européen. Est-ce que les partis du centre manquent un peu de courage aujourd'hui, puisqu'il y a peut-être une voie, comme vous disiez, pour le MoDem et l'UDI. En tout cas, c'est pas le défaut qu'on me reproche. C'est pas le défaut qu'on me reproche. On me reproche en général plutôt l'inverse, à savoir mais votre parti d'être plutôt tranché sur la plupart de mes sujets. Mon parti a pris des positions très claires sur l'Europe, sur l'écologie, on peut pas dire qu'il soit timoré. Alors, puisqu'on parle d'alliance, se pose en ce moment pour l'UDI la question de l'alliance avec les Républicains. Jean-Christophe Lagarde s'est montré quelque peu énervé ces derniers jours. Il a déclaré récemment que si dans les prochains jours, aucun accord global avec le parti de Nicolas Sarkozy n'était signé, alors vous pourriez faire bande à part dans plusieurs régions, jusqu'à 6, selon ces déclarations. Est-ce que mettre la pression sur l'ancien président, c'est la meilleure tactique, vous qui l'avez côtoyé ? C'est pas qu'une question de tactique. Là, aujourd'hui, on a un sujet avec les Républicains, c'est qu'effectivement... en termes de négociation, ils n'acceptent aucune des conditions de l'UDI. Les Républicains n'ont pas gagné les départementales seuls, ils les ont gagnées grâce à l'UDI. Et quant au régional, qui est un scrutin proportionnel, donc en plus on a toute légitimité en réalité à partir seul, puisque c'est pas le même système, il n'y a pas de prime majoritaire. Là, en l'occurrence, on a un peu le même discours. On demande très simplement 3 têtes de liste qui aujourd'hui ne sont pas acceptées par les Républicains. On demande 30 à 40% des sièges sur les listes, ce qui aujourd'hui n'est pas accepté par les Républicains. C'est pas un problème de tactique, c'est un problème de respect politique. On nous dit on respecte les centristes, venez avec nous, vous avez toute votre place. On nous dit on respecte les centristes, on respecte pas les accords. Quand quelqu'un qui a une voix pseudo-centriste, je pense à Alain Juppé, s'exprime au sein des Républicains, il se fait siffler, on a un problème de fond. C'est pas un problème de tactique, c'est un problème de fond. Est-ce que la question de liste indépendante sur toutes les régions s'est posée une fois pour l'UDI ? Ou alors sans les Républicains, c'est impossible ? Pas sur toutes les régions, parce qu'en même temps, on est responsable et que notre adversaire premier à nous, c'est le Front National. Un parti non républicain, au sens propre du terme républicain, c'est-à-dire qu'un parti qui juge les gens sur leur origine et pas sur leurs efforts. Donc c'est notre adversaire premier. Le fait, dans certaines régions, de faire des listes indépendantes pourrait effectivement totalement nous disqualifier et donner une vraie prime au Front National. C'est la raison pour laquelle il y a des régions sur lesquelles on doit être plutôt dans une logique d'union. Mais il y a bien des régions, au contraire, où il est parfaitement pertinent d'être indépendant. Moi, j'ai cité le cas de l'Île-de-France pour des raisons programmatiques, notamment liées à l'écologie, mais pas seulement. Il y a le cas du Nord, il y a le cas de la région où Laurent Wauquiez est aujourd'hui chef de file. Pour des raisons de fond, là encore, on ne partage pas les mêmes orientations. Vous êtes donc tête de liste en Ile-de-France. Vous avez dit qu'un accord avec Valérie Pécresse, vous n'étiez pas contre. Si on vous l'imposait, si le parti vous l'imposait, ça veut dire que... Il y a une logique de parti, il y a une logique nationale. On ne peut pas la nier. Mais vous ne le souhaitez pas, Moi, j'ai plaidé l'indépendance parce que je pense que c'est mieux d'avoir des projets différenciés au sein de la région Île-de-France, ne serait-ce que parce que nous mettons fortement l'accent sur 2 sujets. On y reviendra peut-être tout à l'heure si vous souhaitez, sur la cohésion régionale et sur les questions écologiques. Mais j'ai toujours dit qu'en même temps, sur le plan personnel, j'ai aucun problème avec Valérie Pécresse. C'est pas une question de personne. C'est pas une question du tout. Plus de projets politiques. De personne, c'est une question de politique au sens noble. Si on a un parti politique, c'est quand même assez logique d'avoir des projets.
Vous avez quand même votre mot à dire dans cette fusion, dans cette union, ou ça se décide au-dessus J'ai toujours et bien sûr que j'ai mon mot à dire, mes orientations politiques, la volonté. J'ai été investie sur cette notion et sur cette volonté d'être indépendante. Hein. Donc, bien sûr que j'ai mon mot à dire. Maintenant, voilà, il y a une logique globale et le principal pour nous, c'est que la voix de l'UDI, elle soit portée le plus largement possible. Est-ce que le fait que le candidat du Parti Socialiste soit Claude Bartolone au lieu de Jean-Paul Huchon, le président de l'Assemblée nationale, est-ce que ça change les choses ou pas du tout dans votre approche ? Ça change la donne doublement en fait. Ça change sur le plan de la comptabilité politique, puisque il a été imposé en réalité par le président de la République qui souhaite par ce biais-là essayer de faire l'union et effectivement écarter Jean-Paul Huchon qui n'aurait pas pu faire l'union. Donc ça change la donne en termes de calcul politique, puisque le but, on voit très bien, c'est de faire l'union, même si cette union, elle est purement factice, parce qu'en parallèle, les écologistes sont quand même vent debout contre beaucoup de décisions qui sont prises au sein de la région, ne serait-ce que la baisse du budget de la région consacré à l'environnement. Le deuxième sujet, c'est sur le fond politique. Jean-Paul Huchon était un régionaliste très démocrate social. Bon, je sais que pendant cette campagne, avec lui, on n'aurait parlé que des projets de la région. Claude Bartolone, c'est pas du tout cette voie-là, c'est de la gauche, et c'est en même temps un homme qui s'est très peu exprimé sur la région. Certes, il était président du département de Seine-Saint-Denis, donc il a défendu la Seine-Saint-Denis, mais jamais dans une logique régionale. Donc on va se retrouver dans une campagne très nationale, une campagne qui va être en réalité un pour ou contre Hollande et le Parti socialiste et l'union de la gauche. Moi, au vu des sondages, c'est plutôt favorable pour vous. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est honnêtement, les vrais sujets de la région, c'est quand même le transport, c'est quand même les problèmes de pollution, c'est les problèmes d'emploi. Ça, cette campagne, elle va disqualifier complètement la logique de projet. C'est plus coriace. Plus coriace, et puis sur lequel on va finalement peu parler de projet. Quand Valérie Pécresse dit « Il faut que Chantal Joannois adhère à ma vision de l'Île-de-France et à ce que je veux faire, à mon programme et à ma charte éthique », vous en pensez quoi ? On a l'impression que c'est l'UDI qui court après l'UMP, que non, parce que de toute façon, à l'inverse, moi j'ai toujours dit que j'avais des arêtes dures dans mon projet politique. J'ai pas de problème sur la charte éthique, parce qu'elle me semble pas de toute façon poser la moindre difficulté. J'allais dire que ce serait même des principes de bon sens auxquels tout le monde devrait adhérer sans se poser de questions d'ailleurs. Après, sur la vision de la région et le projet politique, non, si on fait union, par définition, c'est qu'on additionne des visions, on additionne des projets qu'on veut complémentaires. Je ne ferai pas l'union si demain on gomme la question de la pollution, de l'écologie, des embouteillages, du diesel, et puis je ne ferai pas l'union si demain on gomme aussi le problème d'inégalité et sociale et territoriale de la région Île-de-France. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un peu de rancœur de la part des Républicains contre vous ? Certains vous en veulent, notamment peut-être Nicolas Sarkozy, d'avoir quitté l'UMP à l'époque pour l'UDI ou... Alors Nicolas... Est-ce que ça fait partie des discussions, ça ? Est-ce que ça entre en compte ? Je l'ai revu, bien évidemment, Nicolas Sarkozy, depuis que je suis partie à l'UDI. Il m'a jamais fait le reproche d'être parti à l'UDI, pour une raison très simple, c'est que de toute façon, l'UDI a été créée après. C'est-à-dire qu'après mes différents mandats. Donc je ne pouvais pas adhérer à l'UDI à l'époque, puisqu'elle n'existait pas. Et que l'UDI est un parti allié, à l'époque de l'UMP, maintenant des Républicains, et ça a toujours été très clair. Qu'il ait été très mécontent des positions que j'ai pu prendre ou des critiques que j'ai pu faire sur ses orientations politiques, ça c'est sûr. Mais il n'est pas dans cette logique. Ça, ce fait de critiquer le fait que je sois passé à l'UDI, c'est juste une vieille droite parisienne, assez limitée d'ailleurs, qui évoque... oui, mais ça c'est une vieille droite parisienne qui de n'a toute pas façon sera sur ces sujets-là totalement indécrottable. Et en réalité, ça n'a pas tellement d'importance. Ou alors, d'ailleurs, parfois, je ne comprends pas totalement leur logique. Ils disent qu'il faut absolument faire l'union. Et quand ils parlent de l'UDI, ils disent, oui, les couteaux sont rangés. Si c'est ça des partenaires, waouh, je ne sais pas ce que sont des adversaires. Il y a des discussions en ce moment entre vous, Valérie Pécresse et aussi le candidat du MoDem, Yann Wehrling ? Mais il y a des discussions, bien sûr, il y a toujours des discussions. Quel type de discussions ? Elles sont avancées, elles sont... Je ne vous le dirai pas, c'est quand même c'est le principe des discussions, mais il y a des discussions. On a beaucoup échangé, par exemple, avec Valérie sur le problème de l'écotaxe poids lourd en région Île-de-France et sur la nécessité de demander un moratoire sur le démantèlement des portiques
pour que cette écotaxe puisse être mise en place. Voilà, sur l'ambition qu'on peut avoir dans le domaine de l'écologie. On va en parler justement après la pause musicale. On revient dans quelques minutes pour parler de votre projet et idées pour la région Île-de-France. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'hebdo politique, on va maintenant s'intéresser à votre programme, Chantal Joanneau, pour ces élections régionales. S'il n'est pas complet encore, il commence à se dessiner largement autour de grandes idées. Un plan de cohésion régionale et un plan d'urgence écologique. Alors commençons par ce plan de cohésion régionale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce plan de cohésion régionale ? Le constat que j'ai fait, là je suis à 12 conventions dans les départements, donc déjà 12 réunions de travail, c'est qu'il y a un problème d'inégalité et territoriale et sociale. Alors inégalité territoriale, on voit bien qu'aujourd'hui on a un grand Paris qui va donner beaucoup plus de moyens, un petit cœur autour de Paris et des départements de la petite couronne, et puis une grande couronne qui se sent totalement oubliée. On a d'ailleurs lancé un mouvement qui s'appelle les Indiens, c'est-à-dire les oubliés de la grande couronne. Et on voit des disparités au sein de la région qui s'accroissent. D'ailleurs, c'était pas hier soir, c'était mardi soir, on m'a dit, oui, nous dans l'Essonne, on a le sentiment de s'éloigner toujours plus de Paris. Donc ça, c'est la première inégalité, d'où la nécessité de mettre un terme à cette vision de la métropole et de dire non, le Grand Paris doit se penser à l'échelle de la région. Et le principe de Grand Paris, c'est celui de Christian Blanc, c'est créer des pôles de développement partout dans la région, de recréer comme des centres de Paris dans différents endroits de la région pour que les personnes puissent avoir du travail à proximité de chez elles et ne pas traverser systématiquement la région pour devoir travailler. C'était la vision de Christian Blanc. Il suffit de reprendre ce plan d'origine. Le deuxième élément, ce sont les inégalités sociales. On a là aussi des inégalités croissantes entre les catégories de population. On a un problème de chômage majeur en Île-de-France, 850 000 chômeurs, et surtout 200 000 chômeurs de très longue durée, c'est-à-dire de plus de 2 ans. Pourtant, selon un rapport de l'INSEE récent, c'est en grande couronne que les gens ont moins de problèmes de revenus, de chômage, et ça serait plutôt dans les centres urbains qu'il y aurait des problèmes liés à la pauvreté. Allez voir. Ça veut dire qu'il n'y en a pas en grande couronne, hein. Ils ont dit que la pauvreté se concentrait aujourd'hui au cœur des villes. Ils n'ont pas distingué le problème de grande couronne, petite couronne. Mais allez faire des réunions publiques en grande couronne, allez écouter ce que vous disent les gens en grande couronne. Quand je parle des inégalités sociales, elles ne sont pas nécessairement effectivement entre grande couronne et petite couronne. Il y a des inégalités territoriales, puisque la grande couronne aujourd'hui a moins accès à des transports publics, a moins accès à l'emploi, puisque l'emploi se concentre sur la petite couronne. Par contre, les inégalités sociales, évidemment, elles sont par exemple dans la petite couronne. Vous avez des inégalités sociales entre les habitants de Seine-Saint-Denis ou de Versailles au Seine-Saint-Denis ou d'une partie des Hauts-de-Seine, parce qu'au sein même des Hauts-de-Seine, vous allez avoir une grande différence entre les habitants de Villeneuve-la-Garenne et les habitants de Levallois ou de Neuilly, bien évidemment. Donc, ces inégalités sociales, aujourd'hui, un des sujets majeurs, c'est la question du chômage, qui touche tout le monde, et de la précarisation croissante. Là, on a, nous, par exemple, 2 propositions, je citerai juste celle-ci. La nécessité d'avoir une agence de rénovation des logements, puisqu'on voit que la très grande pauvreté en Île-de-France, elle est très souvent liée à la question du logement. Pour certains ménages, le simple fait de devoir payer leur logement plus tout ce qu'on appelle les fluides, l'énergie et l'eau, c'est 60% de leurs revenus. Donc, priorité absolue sur la rénovation des logements, pas seulement publics, mais aussi privés. Et deuxième sujet, les chômages de longue durée, de très longue durée, de plus de 2 ans, 200 000 personnes. C'est monumental. Ce sont des personnes qui sont dans un phénomène de relégation sociale. Et là, on propose des systèmes de contrats de travail qu'on va appeler des contrats d'apprentissage pour adultes. C'est-à-dire que pour ces personnes aux minima sociaux, la possibilité d'avoir un contrat de travail dans une entreprise et pas dans une collectivité, parce qu'on on sait qu'ils ne sont pas durables, donc dans une entreprise avec formation obligatoire et financée à 80% par la région. Vous parliez de la Grande Couronne, Radio Sensation émet principalement en Yvelines et en Essonne, dans la Grande Couronne. Quels sont vos projets pour la Grande Couronne, vos grandes idées ? Typiquement sur la Grande Couronne, je vous le disais, c'est cette nouvelle vision du Grand Paris et la nécessité de redévelopper ces pôles d'emploi à côté des pôles de logement. Qu'est-ce qui vous inquiète avec le Grand Paris en fait ? Ce qui m'inquiète avec le Grand Paris, ce que nous disent ces habitants, c'est très simple. Ils nous disent, écoutez, nous, le Grand Paris, on voit les impôts, mais on ne voit pas les projets. On aura les impôts, mais le projet ne sont pas pour nous. Le Grand Paris, ça sera Paris et regardez, Petite Couronne. C'est essentiellement Paris et la Petite Couronne. Alors, Saclay, c'est un exemple un peu à part, mais sinon, pour le reste, c'est essentiellement Paris et la Petite Couronne. Mais même les gens, moi, j'étais très étonnée, parce que pour moi, le projet du Grand Paris est un merveilleux projet, mais même les gens de la Petite Couronne, en Seine-Saint-Denis, qu'est-ce qu'ils me disent ? Vous savez, par exemple, nous, le Grand Paris Express, ça va être le train des touristes.
Pour nous, habitants de Seine-Saint-Denis, on ne voit pas l'intérêt. Et ça veut dire qu'en plus, le Grand Paris est vraiment vécu comme un phénomène excluant. Il faudrait un Grand Paris à l'échelle de la région. À l'échelle de la région, ça absolument. C'est d'ailleurs totalement incohérent. Vous rejoignez l'avis de Claude Barthelone et du Sénat donc alors, là-dessus. Nouvel avis de Claude Barthelone, pardon. Mais enfin, il a fait voter l'inverse à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, depuis que Claude Barthelone est candidat à l'élection régionale, il a radicalement changé d'avis, parce qu'il avait fait voter l'inverse à l'Assemblée nationale. Mais ça, effectivement, moi, j'ai toujours plaidé pour que le président de la région soit l'échelle de la métropole, ne serait-ce que pour résoudre les questions de transport. Qu'il faudrait repousser la date de la mise en place ça, au 1er janvier 2017. On a largement plaidé. De toute façon, ça n'a aucun sens de mettre en place cette métropole, alors même que les élections régionales vont avoir lieu à la fin de l'année. Ça redéfinit complètement la vision de la métropole. Et juste, on n'est pas prêt. Pour mettre en place cette métropole, on n'est pas prêt. Du coup, cette métropole, c'est quoi? C'est une espèce de bidouillage, une instance supplémentaire qui va avoir plus d'élus que le Sénat, quand même. Que les gens ne comprennent pas, apparemment. Que les gens ne comprennent pas, les élus non plus, je vous rassure d'ailleurs. Mais c'est quand même effrayant de se dire que tout ça pour dire qu'on l'a fait, on va mettre en place une instance administrative supplémentaire qui aura plus d'élus que le Sénat. Votre second grand projet pour la région, c'est la mise en place d'un plan d'urgence environnementale pour la région justement d'Île-de-France. Est-ce que vous pensez que la situation est alarmante aujourd'hui en Île-de-France et que rien n'est fait pour... Je ne suis jamais dans la caricature, donc pour l'environnement. Je n'oserais jamais dire que rien n'est fait. Pas assez, en tout cas. Mais en tout cas, pas assez. La région, en tout cas, a un retard énorme dans le développement des énergies renouvelables, dans les économies d'énergie. Et surtout, on a cette question qui devient un vrai problème de santé publique, qui est celle de la pollution. Alors, sur Paris, mais pas que sur Paris. Ce que je trouve bien triste aujourd'hui, c'est que la maire de Paris, avec des décisions qu'on peut partager d'ailleurs, prend un plan d'urgence de lutte contre la pollution. Mais elle le fait. Le diesel dans là où, les vieux véhicules, où je suis totalement opposée à sa vision, c'est qu'elle s'arrête à la frontière du périphérique et sans aucune concertation avec les autres communes de la région. Parce que le problème, c'est que vous repoussez le sujet. Que vont faire les habitants de Grande Couronne qui, de toute façon, n'ont pas de moyens de transport pour aller sur Paris? Comment est-ce qu'ils font très concrètement? Est-ce que le nuage de pollution, il s'arrête aux frontières du périphérique? En aucun cas. L'appliquer à la région, ça? C'est au minimum à la région. Au minimum à la région, voire en interrégional dans certains cas. C'est au minimum à l'échelle de la région, puisqu'on sait que c'est la concentration de particules liées au diesel majoritairement, mais aussi liées aux épandages agricoles, qui est le sujet tabou dont personne ne veut absolument parler. Et ça doit se penser à l'échelle de la région, parce qu'il faut que pour les habitants de Grande Couronne, prévoir des systèmes de rabattement vers les têtes de station de RER, voire des parkings gratuits en Grande Couronne sur les têtes de station de RER. C'est pas la même chose en Petite Couronne, où là, les parkings peuvent être payants puisqu'on a des systèmes de bus. Donc il faut prévoir ça. Il faut prévoir à l'échelle de la région des systèmes organisés de covoiturage, d'autopartage, développement d'autolib aussi à l'échelle de la région et pas simplement Paris et Petite Couronne. Mais ça ne peut se penser qu'à l'échelle de la région. Et puis, un de mes dadas, ça reste l'écotaxe poids lourd. C'est quand même un non-sens que dans la région Île-de-France... Vous voulez un moratoire en région Île-de-France sur le démantèlement? Alors pas sur l'écotaxe. Vous savez qu'on a dépensé des millions pour mettre en place des portiques pour l'écotaxe poids lourd et on dépense des millions maintenant pour les supprimer. C'est un non-sens, surtout en Île-de-France, où on a un problème majeur de particules. D'ailleurs, il faudrait que j'insiste sur l'impact sanitaire des particules fines, qui sont cancérigènes et qui sont aussi suspectées dans les AVC. Donc ces écoportiques, plutôt que de les supprimer, gardons-les et appliquons une écotaxe poids lourd, notamment pour les poids lourds en transit. Uniquement pour la région Île-de-France, ça pourrait marcher. Principalement pour la région Île-de-France. Maintenant, moi, je suis candidate à la présidence de la région Île-de-France, pas à la présidence de la République. Si j'étais candidate à la présidence de la République, je vous dirais surtout... Malgré le mécontentement et... qui s'est manifesté assez violemment pendant des semaines. Des transporteurs routiers, c'est évident, même s'ils oublient de dire que c'était en compensation de la suppression de la taxe à l'essieu. Mais moi, je pense surtout aux habitants d'Île-de-France. Vous avez en Île-de-France, sur 12 millions d'habitants, 11 millions d'habitants qui sont aujourd'hui exposés aux particules très fines. 11 millions d'habitants. Alors maintenant, il ne faut pas pleurer des larmes de crocodile sur l'explosion des allergies et de l'asthme et dire « mon Dieu, c'est les pollens ». Non, ce n'est pas les pollens. C'est l'irritation de vos poumons liée à cette pollution ambiante qui fait que vous êtes plus sensible aux pollens. Une autre idée pour la Grande Couronne, c'est la création de grandes plateformes logistiques. Oui. Expliquez-nous ça.
Un des sujets sur lesquels aujourd'hui on a effectivement assez peu de bonnes solutions écologiques, c'est la logistique, donc le transport de marchandises. Parce que de plus en plus en France, le transport de marchandises se fait par camion. Alors quand les camions rentrent effectivement dans des zones très denses comme Paris et la Petite Couronne, on accroît la pollution. D'où l'idée de créer des hubs logistiques, donc des lieux où les camions puissent venir entre guillemets déposer les marchandises et ensuite sur les derniers kilomètres, des véhicules électriques, faire par exemple. Du véhicule électrique par exemple. C'est valable pour effectivement hub logistique avec camion, c'est valable pour le transport fluvial. Dans Paris par exemple, ça a été fait par Franprix Monoprix, il y a des navettes, il y a un transport fluvial qui est déposé sur le port en dessous de la Tour Eiffel et qui ensuite est véhiculé par petits camions. Un dernier mot, c'est la dernière question sur la politique économique. C'est l'une des compétences importantes de la région. Quel est votre programme, vos grandes idées en tout cas là-dessus? On ne va pas pouvoir en parler trop longtemps. Mais... Bon, moi, ma priorité absolue, c'est l'entreprise et notamment la PME. Ça, je pense que les grands groupes, ils se passent très très bien des décideurs politiques. Les mesures annoncées par Manuel Valls hier vont dans le bon sens? Ça va dans le bon sens, mais c'est toujours extrêmement timide. Donc c'est la PME et c'est aussi le développement des nouvelles formes d'économie. Je pense à l'économie collaborative, à l'économie sociale et solidaire, qui aujourd'hui sont regardées avec beaucoup de condescendance, mais qui ont un avenir certainement plus prometteur que les économies traditionnelles. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Chantal Joanneau d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes sénatrice de Paris et candidate UDI, en tout cas pour le moment, pour les élections régionales en Ile-de-France. À l'heure où l'on parle, vous serez opposé en décembre prochain à Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, Claude Barthelone pour le Parti socialiste, Emmanuel Cos pour Europe Écologie Les Verts, Valérie Pécresse pour les Républicains, Yann Werling pour le Modem, Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France et enfin Valéran de Saint-Just pour le Front National. On se retrouve la semaine prochaine à 18h sur Sensation. Nous serons au Parlement européen de Bruxelles avec l'eurodéputé Jean-Marie Cavada. Bonne semaine à tous. L'hebdo politique.